Donc je vous rappelle que le dernier scandale, en tout cas qui nous fait réagir, remonte à 2001, que la Grèce rentre à l'époque de justesse, si je puis dire, dans la zone euro, comme on passe en 6e. Les déficits sont là pour normaliser les choses, eh bien l'État grec fait appel à Goldman Sachs. La banque d'affaires fonctionne comme un bon médecin qui transforme le bon cholestérol en mauvais et réciproquement. En tout cas, la dette en liquidité, c'est en fait du rachat de dette avec accès aux liquidités, exactement comme nous pouvons, à titre individuel, nous-mêmes, faire du rachat de crédit. Retour donc sur ces mécanismes qui paraissent quand même ahurissants, qui faisaient croire que la Grèce assainissait ses comptes, alors qu'en fait, elle hypothéquait effectivement son avenir. Elisa Coudray, Stéphane Morel. C'est un des géants de la finance mondiale. Goldman Sachs, la banque d'affaires la plus puissante de Wall Street, plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Sorte de super prédateur qui, après avoir dévoré certains de ses concurrents, s'attaque aux États. Première victime, la Grèce. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes d'aéroport ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. La difficulté, c'est que si en même temps que cela, vous ne faites pas les efforts nécessaires pour réduire votre dépense publique et réduire effectivement votre déficit public, c'est que finalement une fuite en avant. Et tôt ou tard, la dette va apparaître dans les comptes. Donc c'est en cela que c'est dangereux et que ça apparaît évidemment aujourd'hui parce que comme il n'y a pas de croissance économique, comme il y a une récession très forte, les déficits évidemment se creusent. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. En achetant massivement ce type de produit, Goldman Sachs a parié en quelque sorte sur la faillite du pays. En tout cas, Goldman Sachs, en achetant des CDS, en se couvrant contre un risque qui était à l'époque considéré comme plus faible, a anticipé le fait que le marché allait se faire peur finalement dans le futur sur la dette grecque. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé. Et donc j'ai triplé mon investissement de couverture et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. Ce genre de banque gagne beaucoup d'argent quand les marchés sont instables. Plus les marchés évoluent à la hausse ou à la baisse de manière violente, plus ils peuvent prendre des paris extrêmement forts, et notamment en s'endettant, donc en n'étant pas obligés de dépenser leur propre argent. Non seulement ils jouent avec leur propre argent, mais en plus avec l'argent des autres. Et plus le marché est instable, plus les paris rapportent cher. La crise est toujours une opportunité incroyable pour les fonds spéculatifs, pour les grandes banques d'affaires. C'est dans ces moments-là qu'elles gagnent le plus d'argent. D'autant que depuis la crise financière, les banques ont un sentiment d'impunité. On a créé des mastodontes financiers puisqu'on a aidé un certain nombre de banques, pas toutes, une a fait faillite de façon retentissante, et on a laissé les derniers acteurs sur la piste fusionner, se marier et donc créer des très grosses institutions qui vont avoir un pouvoir de marché impressionnant sur tous les marchés financiers. Donc nous avons des gouvernements qui ne se coordonnent pas face à des acteurs de moins en moins nombreux qui dès lors sont bien mieux coordonnés qu'ils ne l'étaient par le passé. Et donc les banques comme Goldman Sachs, comme la Deutsche Bank, comme les banques espagnoles sont des acteurs désormais incontournables qui de toute évidence savent pertinemment qu'ils seront aidés si jamais ils commettent un impair parce qu'ils sont bien trop grands pour faire faillite.
Quelque part, ils mordent la main qui les a nourris pendant la crise. Ils ont définitivement mordu la main bien gentille qui les avait aidés il y a 1 an et demi, à 2 ans. Des méthodes cyniques, mais lucratives. En 2009, aux États-Unis, les salariés du secteur financier auront empoché près de 145 milliards de dollars de rémunération. Alors, un téléspectateur nous dit « Nous vivons le plus grand hold-up jamais commis, avec en plus la caution des États, et nos finances sont kidnappées par les banquiers. » Est-ce qu'il y a un fond de réalité là-dedans? Anne Dessine. Est-ce que vous comprenez que ça choque, même quand on essaie d'être pragmatique? Oui, c'est choquant, mais ce qui me frappe aussi, je rentre juste des États-Unis, c'est le décalage. Là, le reportage fait état de prédateurs, enfin des mots très très chargés. Bon, il y a 8 jours, on ne parlait absolument pas de la Grèce. C'est clair. Le premier article, c'était le New York Times, le 14. Et lorsqu'on parle des banques, parce qu'il y a un grand sentiment, il y a une montée du populisme, un grand sentiment anti-banque, mais c'est plutôt les banques qu'on a dû sauver, c'est-à-dire que c'est du anti-big business, grande banque, et big government. Les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est un populisme de droite et de gauche. Et ce qui faisait la une aux États-Unis, c'était la tempête de neige à Washington, mais c'était aussi le premier congrès Tea Party, ce mouvement qui est parti de la base, qui est justement contre la mainmise du gouvernement, qui trouve qu'Obama en fait trop, il y a aussi des petites touches de racisme, et qui sont contre les banques. Et ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'en fait, il y a une consanguinité qui est curieuse. En Europe, on a du mal à se dire qu'un parti démocrate, mais Wall Street a un accès total à la présidence, à la limite plus important qu'il n'était sous Clinton et sous Bush. Sous Bush, c'était un accès peut-être de l'industrie, de la défense, les Blackwater, Halliburton, etc., qui avaient accès à la présidence. Maintenant, il y a une sorte de noyautage. Wall Street a accès à la présidence et tout l'équipe d'Obama, bon, il a changé depuis décembre. Juste une chose, ça me semble pas, ou alors si c'est pour le coup populiste, il faut prendre du temps pour l'expliquer, mais se poser le genre de questions qu'on se pose. Après, on doit rappeler qu'une banque d'affaires est une banque d'affaires. J'ai commencé l'émission en disant ça. Voilà. Mais là, en gros, je prends le cas de Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont aidé à maquiller une dette, même si l'État est responsable, apparemment couvert par les autres pays européens qui font semblant de ne pas voir. Ils démarchent pour le même genre de tripatouillage 10 ans après. Entre-temps, ils font des produits d'assurance sur lesquels ils touchent, et après ils contribuent à attaquer l'euro. Je suis désolé, au moment où on vient d'expliquer aux Français qu'on avait soutenu les banques, et heureusement qu'on l'a fait, où il y a du chômage, où on sait qu'on est dans une crise et où tous les jours il y a de la destruction d'emplois, c'est quand même tout à fait normal qu'on soit heurté par ça, non? Oui, mais je ne pense pas qu'il faille se situer au niveau de la moralité. On ne peut pas demander à une banque d'affaires de ne pas inventer des produits créatifs. C'est plutôt aux politiques de réagir. Alors évidemment, il y a le deuxième niveau où elle spécule ensuite, peut-être avec des informations connues. Forcément. Oui. Voilà. Et là, on franchit l'étape. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette espèce de paranoïa un peu européenne, c'est pas du tout perçu comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, à la limite, l'homme de la rue se moque éperdument que Goldman Sachs ait spéculé contre la Grèce. Oui. Eux, ce qui les embête, dans d'autres pays, ça se termine par des révolutions, parfois des banquiers qui se mettent une balle dans la tête. Ce sont les bonus. Ce qui les embête, c'est que on a mis beaucoup d'argent public pour sauver les banques, et celles-ci continuent leur pratique. Et Obama, en dépit de ses engagements, ne parvient pas à réformer. Pourquoi il ne parvient pas à réformer? Parce que ces gens-là ont accès à la présidence, et surtout parce qu'ils déversent des sommes considérables. Alors, on va revenir sur la situation du président américain. François Langlais, il y a deux choses. La tension qui fait l'objet de cette émission, finalement. Oui, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que Goldman Sachs et la plupart des banques d'investissement, mais spécialement Goldman Sachs, sont à l'origine de toutes les bulles spéculatives du siècle. C'est vrai sur la Grèce, on en a longuement parlé, c'était vrai sur Internet il y a une quinzaine d'années, où c'est Goldman Sachs qui a favorisé les introductions des startups à des prix complètement déments, avec d'ailleurs des délits d'initiés, puisqu'on vendait les titres aux amis, aux clients de Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui a en partie contribué à faire la bulle de l'immobilier, de la titrisation. Les fameuses subprimes ont été inventées notamment chez Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui, dans les années 30, ou les années 20 plutôt, a créé la bulle des investment funds qui ont déclenché le crack. C'est-à-dire que ce sont des financiers extrêmement talentueux et qui évidemment utilisent les failles de la législation, parce qu'au fond, ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'il n'y a rien d'illégal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, madame a tout à fait raison. Dans tout ce qu'on décrit depuis le début de cette émission, il n'y a rien eu d'illégal. D'accord. Si ce n'est des conflits d'intérêts quand même, oui. Et qui pourront faire l'objet de poursuites, parce que ça a été le cas sur Internet quelques années après, et les banques d'affaires ont dû payer. Mais le deuxième phénomène qui est très important, c'est qu'il y a un réseau des banques d'affaires. C'est-à-dire justement parce qu'ils recrutent les financiers qui sont les meilleurs,
l'heure, c'est aussi les gens qui sont en piste pour occuper des postes à responsabilité dans l'administration, notamment américaine. Aux États-Unis, le dernier secrétaire d'État du Trésor, M. Henry Paulson, ex-patron de Goldman Sachs, son adjoint qui a usiné le plan de sauvetage à l'industrie financière américaine, le fameux STARP, 700 milliards de dollars, M. Kashkari, un ancien de Goldman Sachs, le secrétaire d'État au Trésor de Bill Clinton, Bob Rubin, un ancien de Goldman Sachs, le patron de la Banque d'Italie, un ancien de Goldman Sachs, et tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui gagnent évidemment beaucoup moins que ce qu'ils gagneraient chez Goldman Sachs, se disent un jour ou l'autre. Bientôt vous allez me dire que Trichet était chez Goldman Sachs. Non, pour le coup, tant mieux. C'est un des seuls. L'un des successeurs possibles de Monsieur Trichet, qui est Monsieur Mario Draghi, qui est un ancien de Goldman Sachs. Si vous voulez, et les deuxièmes rangs sont aussi Goldman Sachs est aussi le deuxième contributeur à la campagne électorale de Monsieur Obama. Je vous promets que c'est pas drôle. J'en souris parce que l'accumulation, mais que ça heurte beaucoup de personnes, que voilà, que et moi, ça me semble normal. J'essaie de le dire sans démagogie ou sans hypocrisie particulière. Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, Lucas Papademos, nouveau Premier ministre grec, et Mario Monti, nouveau président du Conseil italien, ont en commun? Tous trois, de près ou de loin, font partie en Europe de ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement Sachs. Goldman Sachs, la toute puissante banque d'affaires américaine, surnommée ainsi car elle y conditionne les marchés et les gouvernements. Mario Draghi, diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology, après avoir siégé dans divers conseils d'administration de banques, fut de 2002 à 2006 vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs avant de devenir gouverneur de la Banque d'Italie. Un poste clé au sein de la banque américaine qui a notamment cette mission, vendre les produits financiers swap permettant de dissimuler une partie des dettes souveraines des États. Une manœuvre qui a permis de maquiller les comptes grecs. Moyennant 300 millions de dollars, la banque aurait aidé le pays à entrer dans la zone euro. Lucas Papademos n'est pas étranger à cette opération financière. S'il n'a pas travaillé pour Goldman Sachs, il fut de 1994 à 2002 le gouverneur de la Banque centrale de Grèce, un poste où il a largement contribué à faire entrer son pays dans la zone euro en participant à la manœuvre de la banque américaine. Mario Monti, lui, est bien un ancien de Goldman Sachs, diplômé de l'université de Yale. Après avoir été commissaire européen de 1994 à 2004, il est nommé conseiller international de Goldman Sachs en 2005. Monti, comme Papademos, connaissent bien les rouages de la machinerie qu'ils sont censés relancer. Et s'ils évitent d'évoquer ce passé, c'est que la banque est aujourd'hui très contestée, sous le coup de plusieurs plaintes pour fraude, notamment dans l'affaire grecque, mais aussi dans la crise des subprimes. Depuis septembre 2011, le gouvernement américain a entamé à son encontre des poursuites judiciaires pour son rôle dans cette crise. Appelé en sauveur, quelle sera l'influence de ces hommes liés de près à la crise et désormais à la tête de gouvernements ou d'institutions européennes? Quel intérêt défendront-ils? Ceux des citoyens ou de la puissante banque d'affaires? Ils sont nombreux aujourd'hui à poser la question. Le pantouflage, ça existe aussi à Bruxelles. Pour preuve, le recrutement par la banque Goldman Sachs de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Ces derniers jours, l'ancienne commissaire Nathalie Kroes est aussi partie, elle, chez Uber. Deux transferts très critiqués, Lise. Au Parlement, les eurodéputés socialistes veulent même priver Barroso de sa retraite. Oui, alors si l'Euro 2016 a boosté l'image du Portugal, son ancien chef de gouvernement, lui, s'attire donc toutes les foudres européennes. Barroso va donc conseiller Goldman Sachs, c'est-à-dire la banque de la crise de 2008 et celle des comptes truqués de la Grèce. Cerise sur le gâteau, il y sera en charge du Brexit, un véritable coup de poignard dans le dos d'une union encore sonnée par ce référendum britannique. Et comme si ça ne suffisait pas, vous l'avez dit, l'ex-commissaire aux nouvelles technologies Nelly Kroes va conseiller Uber, une entreprise dont elle a défendu bec et ongle la filiale Uberpop. En tout, selon l'étude de l'ONG Corporate Europe Observatory, un tiers des anciens commissaires européens pantouflent aujourd'hui dans des entreprises du privé. De quoi s'interroger sur la collusion entre pouvoirs bruxellois et multinationales et de se demander si l'Europe n'est pas dans la main de la finance américaine. D'autant que le bilan de Barroso à la tête de la Commission avait été aussi, lui, très critiqué. Oui, son bilan à la tête de la Commission avait été critiqué pour mauvaise gestion de la crise de 2008, défense des intérêts des banques avant tout, ultralibéralisme, volonté de dérégulation des marchés, politique d'austérité qui a d'ailleurs saigné à blanc son propre pays et généré un chômage de masse. Les reproches, vous le voyez, sont
nombreux. Aujourd'hui, cette cooptation de Barroso déclenche la colère des députés socialistes qui demandent à Goldman Sachs de renoncer à lui, invoquant le conflit d'intérêts. Dans un texte qui s'intitule « De quoi Barroso est-il le nom ?», ils invoquent un recrutement indécent, indigne, honteux. Ils veulent porter de 18 mois à 5 ans le délai qui permet à un ancien responsable d'aller pantoufler dans le privé. Ils veulent même priver Barroso de retraite et de tous les avantages liés à son ancienne fonction. Cet homme, disent-ils, a déjà coûté trop cher à l'Europe. Bon, franchement, dans le contexte actuel, l'Europe, elle n'avait vraiment pas besoin de cela. Non, l'Europe n'est pas tout à fait sortie de la crise de 2008, incapable de gérer l'arrivée de réfugiés, désertée par les Britanniques, en proie à la montée des populismes. Elle est dans un piteux état. Qu'un ancien commissaire se reclasse auprès de la banque qui a mis l'Europe à mal donne encore davantage l'impression qu'à Bruxelles, on joue entre soi et que les intérêts particuliers priment sur le bien commun. De quoi détester encore plus une Europe souvent accusée à tort de tous les maux. Il ne manquerait plus au tableau que le retour de l'Europe qui punit. Ça, on le saura ce matin. La Commission doit dire si elle sanctionne ou non l'Espagne et le Portugal pour déficit excessif. Les deux pays ont pourtant fait d'énormes efforts pour sortir la tête de l'eau. Ils seraient alors mis à l'amende et privés des fonds structurels européens l'an prochain. Et là, il faut bien le dire, on atteindrait des sommets. Et on suivra ça dans la journée. Merci Lise Joly, le décryptage éco. En novembre dernier, des journalistes révélaient l'existence de centaines d'arrangements financiers conclus par des multinationales au Luxembourg pour ne payer aucune taxe en Europe. Au cœur du système, l'entreprise de conseil PwC et des groupes comme Amazon, Ikea ou encore Deutsche Bank. Le problème, c'est que le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a été Premier ministre du Luxembourg pendant 25 ans. Les médias ont réagi sans attendre, certains demandant la démission pure et simple de M. Juncker. Mais un mois après, malgré une motion de censure, les appels à la démission, la pression du G20 et le lancement d'une enquête, rien ne semble inquiéter.